bienvenue au show parallèle. Dans les prochaines heures, on va savoir qui va former le gouvernement et surtout l'opposition pour les 4 prochaines années au Québec. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé voter, il vous reste un peu moins de 2 heures pour le faire. Allez-y, mais prenez votre sel, vos écouteurs, amenez-nous avec vous, parce que pour la prochaine heure, on va jaser des enjeux qui vous touchent, mais qui n'ont peut-être pas pris assez de place pendant la campagne. On va aussi vous amener sur le terrain pour vous montrer à quoi ça ressemble le travail des journalistes qui couvrent une soirée électorale un peu partout au Québec. Mais d'abord, on vous a préparé un retour express sur les 36 derniers jours. On regarde ça. Le 28 août, ça commence pour vrai. Donc, comment cette madame peut-elle dire? Élever le débat, ça veut dire que tu appelles une personne par son nom. L'histoire va retenir le nom de François Legault comme du premier ministre qui nous a fait foncer dans le mur climatique. Je ne laisserai jamais personne uriner sur la mémoire de l'indépendantisme. Et si votre legs démocratique, c'est de dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais legs démocratique. Madame Risky, malheureusement, vient de passer une ligne. Là. Je comprends que c'est les élections, que ça va pas bien au Parti libéral, mais je pense que c'est un terrain très glissant. C'est malheureux. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ça serait un peu suicidaire pour la nation québécoise qui parle français d'augmenter le nombre d'immigrants. Donc, après 36 jours de campagne, on est arrivé au fil d'arrivée. On va aller jaser avec notre correspondant parlementaire, Simon Bourassa, qui est au quartier général de la CAQ au Capitole de Québec. Salut, Simon. Salut, Émilie. Simon, à moins d'une très grosse surprise, là, ça risque d'être un soir de célébration, toi, où tu es, là. Oui, est-ce que la CAQ va faire élire autant, sinon plus de sièges qu'en 2018? C'est principalement le calcul qui va se faire dans la salle au cours des prochaines heures. Donc, tu l'as dit d'entrée de jeu, Capitole de Québec, on est à quelques pas du Parlement. C'est ici que le grand rassemblement de la coalition Avenir Québec a lieu. C'est ici que François Legault montera sur scène s'il est réélu premier ministre, évidemment. On saura ça au cours des prochaines heures. Donc, on est quand même bien installé au Capitole. Vous voyez derrière moi tous mes collègues, tous les médias francophones, anglophones, en bas de la scène. C'est quand même un grand déploiement là, pour une soirée électorale d'un parti comme ça, écran géant, fumé. Bref, on se croirait quasiment dans un show rock. Puis la sécurité aussi est très importante. On le comprend. Pour entrer, détecteur de métal, fouille exhaustive. J'ai eu l'impression de prendre l'avion tout à l'heure. C'était quand même... c'est le fun comme sentiment, mais non, sans blague, le déploiement de sécurité est très, très important. On le sait, c'est une campagne électorale qui s'est déroulée dans un climat qui est assez tendu. Les thèmes qui ont été abordés aussi qui ont peut-être fait élever la tension à certains moments. Donc, tout a été mis en place ici pour que ça se déroule le plus aisément possible. Ben oui, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Simon, c'est quand même l'aboutissement de 5 semaines vraiment intenses pour les candidats, pour les chefs de parti. Dans une campagne électorale, ça ressemble à quoi les quotidiens d'un chef là, comme François Legault? Leur journée, ça ressemble à quoi? C'est bouqué au quart de tour, c'est d'heure en heure. Les chefs qui peuvent se déplacer d'une région administrative à une autre à des centaines de kilomètres et ça dans la même journée. Donc, tous les moyens de transport sont mis à disposition, évidemment, les fameux autobus de campagne, mais également l'avion. On a vu plusieurs chefs prendre l'avion. Dominique Anglade, en fin de semaine dernière, était à Coudjouac. Elle est revenu voter ce matin. Là. Donc, elle s'est déplacée de manière assez rapide aussi. On a vu François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi se rendre aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, on peut facilement parcourir beaucoup de kilomètres en très, très peu de temps. Ça n'arrête pas, donc pas beaucoup de temps pour les repas non plus. On mange ce qu'on peut sur la route. C'est vraiment prenant. Puis les fameux bains de foule aussi des chefs, ça, c'est toujours quelque chose qui est prenant. Donc, on démarre dans un endroit public où on s'est annoncé, évidemment. On rencontre des citoyens. Toutes les caméras de télé nous suivent. Puis, en parlant aux citoyens, les chefs ne savent pas nécessairement ce qu'ils vont se faire dire. Donc, est-ce qu'ils vont se faire revirer de bord? Est-ce que les gens vont être plus enclins à discuter avec eux? Donc, c'est toujours... ça, c'est une boîte à surprise à chaque fois. Bien, merci, Simon. On te souhaite une excellente soirée. Elle va être très, très longue. Tu vas être en ondes longtemps jusqu'au dernier discours. Donc, merci d'avoir été avec nous, puis bonne soirée. Merci à vous autres. Bonne soirée. Salut. Bon,
On le sait, la politique, c'est pas toujours le sujet le plus palpitant et cette campagne-ci en particulier risque pas de passer à l'histoire comme une des plus rocambolesques. Donc, on s'est dit, nous, qu'il fallait insuffler un petit peu de glamour aux dernières heures de cette élection. Et qui de mieux pour faire ça que la toujours impeccable Trana Wintour. Bonsoir, Trana. Bonsoir, Émilie. Merci. Trana, on t'a confié pour mission ce soir là, de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et pour commencer, tu nous as préparé une petite analyse là, très, très scientifique, évidemment, de comment les chefs, les politiciens se sont débrouillés sur les médias sociaux pendant cette élection. Qu'est-ce que tu as trouvé, là? Mais oui, absolument. Merci d'avoir souligné le fait que c'est très scientifique. C'est mon approche à tout ce que je fais. Et ce soir, en fait, j'ai préparé un décompte pour tout le monde, un top 3 des moments réseaux sociaux les plus cringe pendant cette période d'élection. Et j'ai choisi en 3e place Sonia Lebel pour son ensemble d'œuvres sur TikTok. Pour moi, Sonia est une politicienne que je ne connaissais pas avant. C'est une grande découverte pour moi. Et en regardant son TikTok, particulièrement le clip où elle fait la chasse, ça m'a vraiment donné des vibes de Sarah Palin. Et j'ai comme l'impression que Sonia veut devenir le Sarah Palin de Québec, mais je pense pas que c'est la meilleure idée. Ensuite, en 2e place, j'ai choisi le TikTok de François Legault, son avant et après, qui est quand même un format assez reproduit. Tout le monde aime faire ce type de TikTok. Il a bien utilisé la trend. Là. On connaît cette structure-là sur TikTok. Là. Absolument. François Legault, lui, il connaît les trends, absolument. C'est juste que souvent, ce trend, c'est pour démontrer qu'on était soit vraiment cool quand on était jeune ou qu'on est beaucoup amélioré dans notre vie maintenant qu'on est adulte. Mais je trouve que pour François Legault, c'est comme le clip ne sert ni à prouver qu'il était cool et ni à montrer qu'il est cool maintenant. Alors, je ne sais pas à quoi ça a servi vraiment. Et en première place, bien sûr, c'est le moment viral de toute cette période d'élection. C'est Dominique Anglade qui danse sur Black Eyed Peas, I've Got a Feeling. Oh oui, on l'a. Oh oui, I mean, ça sera vraiment... Je pense que c'est le moment inoubliable de cette campagne. Mais je dois dire honnêtement que moi, je suis performeuse et c'est exactement ça que je fais avant mes shows, sauf qu'avec de la meilleure musique. Cependant, je trouve que Dominique nous démontre qu'il n'y a rien de plus humanisant que la mauvaise goût en musique. Oh, c'est quand même une opinion tranchée sur les Black Eyed Peas que tu as, Trana. Trana, merci beaucoup. Tu vas continuer de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour nous ce soir, puis on va se reparler un petit peu plus tard. Bien sûr. Le show parallèle, c'est un petit peu l'apéro de la soirée électorale de nouveau. Dès 19h, mes collègues Marie-Christine Bergeron et Michel Bérère vont animer une émission spéciale où ils vont suivre en direct ce qui se passe dans chaque circonscription. Et préparer une émission comme ça, c'est énormément de travail. Donc, nous, on a décidé d'envoyer notre collègue Milique Bélanger-Sévigny dans les coulisses pour voir comment ça se prépare. Allô, Milique, t'es où, là? Merci. Allô, oui, Émilie, effectivement, là, je suis dans la salle de maquillage, là, comme tu l'as mentionné plus tôt, puis comme tu peux l'entendre en ce moment, là, c'est une soirée assez chargée pour beaucoup de gens ici, notamment des gens qui travaillent parfois un peu plus dans l'ombre. C'est le cas d'Emmanuelle Lavoie, là, qui est à côté de moi, qui est une maquilleuse ici, à qui j'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui, qui me faisait part qu'elle maquillait près de 10 personnes aujourd'hui. Puis tantôt, je suis passé ici, d'ailleurs, puis il y avait une personne qui était en charge du maquillage. Maintenant, il y en a 2, donc on a doublé l'effectif. Donc, elles ont de la broue dans le toupette. Pour être passées dans la salle de maquillage un petit peu plus tôt, elles ont de la job, là. Oui, bien, ça run pas mal. Puis là, d'ailleurs, je me demande si je peux pas lui poser la question à savoir c'est quoi la différence entre un maquillage de scène, de plateau, puis un maquillage, disons, un peu plus traditionnel dans la vie de tous les jours. Fait que Manu, je sais pas, je peux-tu te déranger? Ah oui, tu peux me déranger. En fait, la différence, c'est qu'on en met un petit peu plus. On rehausse beaucoup plus les traits naturels parce qu'avec l'éclairage des plateaux, souvent, ça l'efface un peu les traits. Donc, on en rajoute un petit peu plus. Bon, ben, fait que faut croire que la lumière du plateau nous va pas bien à tous, quoi.
Puis aussi, j'aimerais ça lui poser la question, là, Manu, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus pointilleux, un petit peu plus demandants dans leur demande de maquillage? Ah, je dirais pas demandant, on a une belle gang, mais il y en a qui ont leurs petites habitudes, en fait, des petits traits à cacher, des petites corrections qu'on fait de plus, mais non, en général, pas trop demandant. Donc, c'est ça, c'est assez immersif là, comme petit reportage, en espérant que vous puissiez bien sentir les émotions là, de la salle de maquillage, comment ça se passe ici. Je te renvoie à l'antenne. Penses-tu aller voter aujourd'hui? Oui, pour vrai, je suis pas certain. Oui! Est-ce qu'il y en a un ou une là, qui va pas voter? Non! Je veux y aller parce que c'est mon devoir de citoyen, mais maybe not. Il y a des chances que non. Puis je peux-tu te demander pourquoi? C'est parce que je suis mad. Est-ce que tu penses aller voter aujourd'hui? J'ai déjà allé voter par anticipation. Ouais. Officiellement, non. Oui, j'ai prévu de le faire tout à l'heure. Ça vous intéresse pas? Absolument pas. Est-ce que vous venez de le faire? Oui, aussi, c'est vrai. Oui, exact. Donc, on le voit, dans une élection, le travail des partis politiques, c'est pas juste de convaincre les gens de voter pour eux, c'est aussi de convaincre les gens d'aller voter, point, de faire l'effort de se rendre au bureau de vote et de mettre leur bulletin dans la boîte de scrutin. Aux dernières élections provinciales, en 2018, il y a le tiers des électeurs éligibles qui n'ont pas exercé leur droit de vote. Et ça, c'est encore pire chez les jeunes électeurs. Chez les 18-24 ans, il y a à peine 53 % des électeurs qui sont allés voter en 2018. Pourtant, c'est important d'aller voter, ça fait une différence. J'en discute avec Mireille Lalancette, qui est professeure en communication politique et chercheur au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. C'est tout un titre. Bonsoir, Mireille. Bonsoir. Mireille, depuis le début de la campagne, la CAQ, elle domine largement dans les projections. On le sent là, qu'elle s'enligne vers une majorité imposante à l'Assemblée nationale. À quoi ça sert d'aller voter si un parti comme ça est déjà, entre guillemets, assuré de gagner? Parce que aller voter, c'est exercer son devoir de citoyen. Ça permet pas juste d'exprimer ses préférences, mais ça permet aussi de donner des sous aux partis qui nous intéressent. Donc, même si on se trouve à être dans l'opposition, ça permet de ramasser des sous pour n'importe quel parti et pour leur permettre de continuer de faire de la recherche, de faire leur travail, d'engager des gens et de développer leurs idées. Mais justement, tu mentionnes l'opposition. C'est quoi l'importance des partis d'opposition dans un contexte de gouvernement majoritaire? Mais faut pas. On a tendance à penser qu'au-delà là, du grand spectacle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il y a juste ça. Mais les partis travaillent ensemble dans les comités, travaillent ensemble dans leur circonscription. Donc, l'opposition sert aussi à faire en sorte que la majeure partie des gens du Québec soient représentés, mais aussi des gens des intérêts de tous les Québécois, les Québécoises, les Montréalais, les gens de l'Abitibi, les gens de l'Outaouais et tout ça, se retrouvent représentés dans les comités parlementaires, je veux dire. Puis un député, c'est avant tout une personne, un ou une députée. C'est quoi l'importance du parcours individuel, du bagage individuel de ces personnes-là quand elles sont élues puis qu'elles arrivent à l'Assemblée nationale? Pourquoi c'est important, par exemple, qu'il y ait des personnes issues des groupes marginalisés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale? Mais la personne qui va siéger sur les comités va venir avec son expérience. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a été enseignant, va être sur le comité d'éducation, va être quand même de donner son opinion et d'exprimer ses intérêts et de parler de la réalité du terrain. Donc, si on a juste une couche uniforme de gens qui sont juste des gens blancs qui viennent des métiers comme longtemps, là, des gens qui étaient avocats, par exemple, mais on a juste une perspective. Alors que là, si on a des gens qui viennent des groupes communautaires, des gens qui viennent du monde de la santé, des gens qui viennent de partout, ça nous permet d'avoir une diversité des points de vue et d'enrichir les pratiques démocratiques, là. Puis un mot en terminant sur le mode de scrutin. On entend souvent les gens dire « Bon, moi, je vote pas, ça sert à rien, mon vote compte pas ». À quel point ce mode de scrutin-là contribue au cynisme des gens, très rapidement? Bien, c'est sûr que si on avait un système proportionnel, ça nous permettrait d'avoir
vraiment un portrait plutôt que un portrait plus riche de ce qui se passe réellement. On l'avait promis, mais on a dit que c'était juste les intellectuels qui s'intéressaient à ça. Donc, c'est un peu malheureux. Mais on espère éventuellement là, qu'il y aura des réformes électorales qui se feront. Et on a quand même la chance de pouvoir voter, d'avoir des élections démocratiques et de pouvoir exprimer sa façon de voir la vie en encourageant le parti de notre choix tous les 4 ans. Donc, ça, c'est intéressant. Puis ça s'ajoute à nos autres répertoires. Là. On peut continuer de manifester, d'écrire à son député, d'être militant et puis Donc, il y a d'autres façons, faire valoir son... il y a d'autres façons Oui. de s'impliquer d'ici à ce qu'on change le mode de scrutin. Merci beaucoup, Mireille Lalancette. Bonne soirée. Merci, vous autres aussi. En parlant de vote, toi, Trana, est-ce que tu es allée voter aujourd'hui? Mais j'ai voté en avance, mais bien sûr, je vote à chaque élection sans question. Puis comment ça s'est passé pour toi d'aller voter en tant que personne trans? Mais c'est sûr que ça peut être une expérience angoissante. Souvent, les personnes trans ont un certain genre qui est indiqué sur leur pièce d'identité qui ne correspond pas à leur identité. Alors, ça peut être angoissant. Pour moi, c'est comme les personnes qui travaillent à les bureaux de scrutin, je les connais pas, je m'en fous un peu. Mais cette année, j'avais comme perdu mon anonymat à cause de Big Brother et j'étais reconnue par la madame qui travaillait là-bas. Et ça m'a causé comme un peu de stress elle me connaît d'une certaine façon, mais maintenant, elle regarde ma pièce d'identité qui correspond pas. Alors, c'était quand même un peu stressant cette année. Puis, bon, pas sur le même niveau de stress, mais je sais pas toi, moi, chaque fois que j'arrive au bureau de scrutin, on dirait que j'oublie comment voter, même si ça fait plusieurs fois que je le fais. Sens-tu ce petit stress-là? Genre, on fait quoi? On met une marque chaque fois. C'est toute seule? T'es pas toute seule du tout, Emily. Pour moi, c'est la même chose. Je pars du bureau en me demandant est-ce que j'ai bien fait la démarche? Est-ce que mon vote va compter? Je suis toujours un peu paranoïa après l'expérience. C'est ça, on déchire-tu le petit papier? On le donne-tu à la madame? Comment on plie le bulletin? On dirait que chaque fois, je suis comme complètement, là, je repars à zéro. Là. Exactement. Est-ce qu'on met un X? Est-ce qu'on le remplit au complet? Est-ce qu'on met un crochet? J'ai mis un X. Bon, bien, ça devrait fonctionner, Trana, parce que le X, le crochet ou remplir le petit cercle, ce sont tous des façons valides de voter. Merci beaucoup. On se reparle un petit peu plus tard. Parfait. Donc, les résultats à ce vote-là, si vous avez bien voté, que vous n'avez pas fait de dessin sur votre bureau de bulletin de vote, on va les avoir quand les bureaux vont fermer à 20 h ce soir. Milik, toi, tu es dans notre salle de contrôle, notre War Room, pour voir comment on va digérer tous ces résultats-là, nous, à la télé, pour faire des beaux tableaux, pour vous présenter tout ça à la télé d'une façon qui soit digeste. Oui, bien, effectivement, comme tu viens de le mentionner, là, je suis dans le War Room avec ma collègue en production numérique, Béatrice Roy-Brunet. Béa, qui travaille de façon acharnée là, depuis une semaine, a essayé de déchiffrer des tableaux qui sont plus complexes que des simples tableaux Excel. Là. Bon, fait que je serais curieux, Béa, tu fais quoi depuis une semaine là, ici? Nous, depuis une semaine, on se pratique là, pour la grande journée des élections. Notre tâche ce soir, c'est de regarder les résultats. On surveille nos écrans. Dès qu'il y a un résultat, on le dit à la régie, qui, eux, vont le dire aux animateurs, puis on produit, dans le fond, les tableaux qui vont apparaître là, à la télé. Un des moments forts, là, voire le moment le plus important là, ce soir durant la soirée électorale, ce sera le moment où on va annoncer le prochain gouvernement. Peux-tu m'expliquer rapidement comment ça se passe, ce moment-là? C'est un moment très excitant pour nous. C'est annoncé par les mathématiciens de CTV, dans le fond. C'est basé sur des algorithmes qui ont été créés, là, un gros système créé par les mathématiciens de CTV et c'est validé. Tous les résultats sont validés aussi par les personnes là, qui sont physiquement à Toronto en ce moment. Et quand c'est annoncé, les patrons sont annoncés et nous, pendant ce temps-là, on prépare des tableaux qui vont appuyer un petit peu ce qu'on s'en va dire à la télé. OK, fait que les tableaux qu'on fait, c'est les tableaux qu'on va voir à la télé, c'est bien ça? Exactement. Puis là, la soirée électorale approche, là, tantôt l'ambiance était, ma foi, électrisante. Là. Je suis curieux de savoir comment toi tu te sens là, par rapport à la soirée qui approche. Là. Nous, on est très excités que ça commence. On attend 8 heures là, avec impatience. Ça fait une semaine qu'on se prépare, fait qu'on est plus que prêts. Fait que dès que les pôles vont fermer, nous, ça va être le temps de l'action. Fait que à partir de là, notre soirée n'arrête pas. Là, on va appeler tous les résultats qu'on voit, puis on va bien du plaisir. Bon, une grosse soirée devant toi. Fait que, Émilie, je te retrouve tantôt. Puis, bonne soirée, Béa. Merci. Merci, Milik et Béatrice.
Il y a beaucoup été question d'immigration pendant cette campagne électorale. Est-ce que le Québec devrait accueillir 35 000, 50 000, 70 000 immigrants par année? Sauf que derrière ces chiffres-là, il y a des êtres humains, des gens qui sont venus ici pour s'enraciner, avoir une carrière, élever leur famille. Et pour ces Québécois de première ou deuxième génération, tout le discours autour de l'immigration pendant la campagne électorale, bien, ça a pu être blessant. J'en parle avec Sacha Wilkie-Mérazil. Bonsoir, Sacha. Bonsoir, Émilie. Sacha, toi, tu es toi-même un Québécois de deuxième génération. Comment tu as vécu la campagne électorale? Bien, c'est sûr que la campagne en tant que telle, bon, je trouve qu'elle était correcte. On n'est pas entré dans les sujets qui passionnaient les jeunes et l'ensemble des Québécois, mais moi, comment je l'ai vécu, par moments, je trouvais que c'était quand même assez éprouvant d'avoir le premier ministre, de même que son collègue Jean Boulet, qui ont dit ce qu'ils ont dit sur l'immigration, qui ont tenu des déclarations quand même controversées. Juste pour rappeler, là, François Legault a notamment dit que ce serait suicidaire pour la nation québécoise d'accueillir qui plus parle de 50 000 Québécois, de 50 000 nouveaux arrivants. C'est ça, exactement. Là. Donc, c'est des commentaires qui t'ont blessé, toi, personnellement? Oui, parce que je suis né au Québec, mais mes parents, c'est sûr, Émilie, comme je te l'avais dit en pré-entrevue, ils sont originaires d'Haïti. Donc, ça fait que je ne suis pas un Tremblay ou un Gagnon, mais je suis quand même un Québécois. Et de voir mon premier ministre sous-entendre que des gens comme mes parents, que c'est dangereux pour la société québécoise, pour la survie de la nation, que ce serait suicidaire, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était quand même choquant. Bien, justement, on parle beaucoup là, des valeurs québécoises, on dit les Québécois. Est-ce que tu te sens interpellé? As-tu l'impression que les politiciens t'incluent et incluent les néo-Québécois quand ils disent les Québécois? Bien, quand on dit les Québécois, des fois, je me dis, est-ce qu'on parle de moi en tant que Québécois de deuxième génération? Est-ce qu'on parle des Gagnons et des Tremblay? Et puis, est-ce qu'on parle des Québécois qui sont là depuis 400 ans, qui sont là depuis 300 ans, 200 ans? Donc, c'est quand même assez compliqué. Et puis, je me sens pas toujours inclus dans le discours, quoique je ne suis pas un néo-Québécois, je suis un Québécois. Je dirais pas pure laine, parce que certaines personnes, quand je sors du Grand Montréal, on me dit « Ah, tu viens d'où? Tu viens de quel pays? » Et pourtant, je suis né ici au Québec, je suis né à Montréal. Donc, je me sens pas toujours inclus, mais quand on entend ce qu'on entend de certains politiciens, on voit que ça vient stigmatiser une frange de la population. Historiquement, les Québécois qui sont issus des communautés culturelles, ils ont tendance à un peu moins aller voter que les Québécois qui sont nés ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner le goût aux Québécois issus de l'immigration d'aller voter, de suivre la politique? Est-ce que les politiciens en font assez? Je trouve que les politiciens, des fois, ils vont faire quelques petits pas en incluant des personnes, des minorités, des personnes néo-québécoises, mais en tant que tel, récemment, je le disais, ce serait bien qu'il y ait une règle, qu'il y ait des balises pour justement faciliter l'entrée de personnes immigrantes ou néo-québécoises en politique et dans la fonction publique, parce qu'on voit que oui, il y a des petites avancées qui se font au niveau de la diversité, mais si on n'a pas un quota de personnes immigrantes ou de personnes appartenant à un groupe ethnique, je ne pense pas que c'est prêt de changer et que ça va inclure plus de personnes de différentes cultures et de différents horizons. C'est quand même intéressant de noter qu'au début de la pandémie, les personnes qui travaillaient dans les CHSLD, étaient des travailleurs essentiels. Des travailleurs essentiels, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de personnes issues de pays d'Afrique et même des personnes qui ont passé le chemin Roxham, qui étaient au front pendant la pandémie. Puis là, maintenant, l'attitude a changé. Merci beaucoup, Sacha. C'était une excellente soirée électorale. Merci à toi. On retourne faire un tour sur le terrain, voir comment les choses se passent pour mes collègues qui sont dans les rassemblements politiques. On va joindre Phil Couture, qui est au rassemblement du Parti conservateur dans Beauce-Nord, à Sainte-Marie-de-Beauce. Salut, Phil. Salut, Émilie. Comment ça se passe de ton côté chez les conservateurs? Bien, tranquillement, les gens commencent à arriver. On est dans un resto-pub, le resto-pub 1093 à Sainte-Marie, qui est un établissement de taille moyenne. Et vraiment, on est en train de remplir l'endroit. C'est ça à quoi on s'attend ce soir. À peu près 300 personnes qui sont venues encourager le candidat local. Et vraiment, là, ce que je remarque, c'est que c'est des personnes de tous âges qui arrivent. Là. Je te dirais que la moyenne d'âge est peut-être 40 ans. Donc, oui, il y a des gens plus jeunes. Il y a des gens plus âgés également qui sont venus encourager le candidat local, Olivier Dumais. Tu parlais des jeunes. Bon, il y a certaines projections qui montraient quand même là, que les conservateurs semblaient bien faire chez les 18-34 ans. Qu'est-ce qui les attire, les jeunes, dans cette plateforme du Parti conservateur?
Quand j'ai parlé à des jeunes conservateurs, justement, ce qui revenait beaucoup, c'est que c'est un parti qui est anti-establishment, mais également un parti qui, pour eux, est un jeune parti. Donc, on associe peut-être le Parti libéral, le Parti québécois, ce qu'on appelle les vieux partis, aux partis parfois qui étaient associés à nos parents. Et donc, les jeunes à qui j'ai pu parler se sont rassemblés autour de ce parti-là parce que, bien qu'il existe depuis un certain temps, M. Duhem lui a donné un nouveau souffle, un regain de popularité, si on veut, avec notamment le nombre de membres qui a explosé. Et donc, les jeunes s'associent à ce nouveau parti-là qui ne représente pas ce qu'ils connaissaient déjà de la politique provinciale. Puis aussi, une deuxième chose, M. Duhem s'est beaucoup associé au monde sportif durant la campagne. Il a beaucoup parlé avec des athlètes, beaucoup de gens de différentes disciplines sportives se sont associés à sa campagne. Et je pense que ça a réussi à beaucoup toucher les jeunes. Donc, que ce soit au football, on a vu Éric Martel-Baweli, par exemple, qui est un boxeur bien connu à Québec. Et les jeunes ont été très touchés par ça et se sont reconnus, je pense, à travers ces athlètes-là. Fait que ça va être intéressant de voir si le party pogne où t'es ce soir, puis si on vire une brosse quand même. Toi, le reste de ta soirée, ça ressemble à quoi, le Phil? Bien, c'est sûr qu'ici, dans Beauce-Nord, c'est une circonscription qui est à surveiller pour les conservateurs. On sait que le résultat risque d'être très serré, également dans Beauce-Sud d'ailleurs. Mais ici, je sens beaucoup de fébrilité dans l'air. J'ai pu m'entretenir avec le candidat un peu plus tôt tout à l'heure. Et vraiment, on s'attend... Tous les espoirs sont permis ici ce soir. Alors oui, fort probablement qu'il risque d'avoir un party. Peut-être qu'il n'y en aura pas non plus, mais c'est définitivement une circonscription à surveiller dans cette élection. Bien, merci beaucoup, Phil. On te laisse retourner jaser avec les gens. Puis bonne soirée électorale. Bonne soirée à vous autres. Merci. Je demande aux jeunes, c'est quoi, selon eux, l'enjeu qui les préoccupe le plus à l'aube des élections, là? Ben, personnellement, c'est le classique, c'est l'environnement. Le coût de la vie. Je trouve qu'ils essaient pas trop d'interpeller la jeunesse. Parce qu'on entend parler des élections, mais on se sent pas concerné par ça. Je pense que le plus important, c'est l'environnement. Moi, je dirais, s'il y a deux enjeux, mettons, là, premièrement, l'environnement. Ils parlent pas jamais assez de l'environnement, ça serait sûr. Puis la deuxième chose, ça serait plus en rapport avec les frais de scolarité. Of course, les enjeux autochtones. C'est quoi l'enjeu qui vous a le plus marqué, le plus important là, quand vous avez voté? Je pense que tous les deux, c'est les changements climatiques. Ouais, l'environnement, c'est clairement ce qui nous tient le plus à cœur. Bon, c'est assez clair, hein? L'environnement, la crise climatique, ce sont des priorités pour beaucoup de jeunes présentement. Pourtant, on n'en a pas parlé tant que ça pendant la campagne électorale. Tous les partis, à l'exception du Parti conservateur, se sont, par exemple, fixés des cibles de réduction de gaz à effet de serre. On a parlé un peu beaucoup de transports en commun, beaucoup de voitures électriques, mais il y a plein d'enjeux qui sont un peu passés dans le beurre. Donc, nous, on a décidé qu'on allait en parler de ces enjeux-là. On va en jaser avec notre collaboratrice, la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers. Allô, Claudel? Salut, Émilie. Salut. En matière d'environnement, Claudel, toi, de quoi tu trouves que les politiciens n'ont pas assez parlé? En fait, moi, je trouve qu'il y a eu plusieurs manquements. En fait, on a parlé beaucoup de climat. Tu l'as mentionné, mais on a parlé beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. On peut tous se rappeler, en début de campagne, Bernard Drainville, candidat de la CAQ, qui a été un petit peu achalé par une question... Lâchez moi avec les GES. Je pense que ça représente bien l'ensemble de la campagne. On a énormément parlé de GES, mais ça, c'est une partie... C'est une des parties, en fait, de l'engagement climatique. Hein. Souvent, quand on parle de lutte au changement climatique, on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, il y a toute la question de l'adaptation au changement climatique. Donc, comment on fait face au changement climatique dans nos milieux de vie, dans nos infrastructures publiques, dans le réseau de la santé? Et ça, étonnamment, cette question-là était complètement absente. Puis je dis étonnant parce que on a eu, pendant la campagne, quand même des rappels de la crise climatique et ce que ça représentait pour nos communautés. Je pense, entre autres, évidemment, à l'ouragan Fiona qui a frappé les îles de la Madeleine, l'Est du Canada, mais qui a quand même touché le Québec. Et l'autre question, c'est même en début de campagne, il y a des fortes pluies diluviennes à Montréal. Il y a même les municipalités qui se sont dit, nous, on veut plus d'argent pour l'adaptation au changement climatique. Et malgré tout, ça n'a pas réussi à s'imposer dans la campagne comme une thématique centrale. Puis on parle de changement climatique, puis c'est hyper important d'en parler, mais c'est pas le seul enjeu auquel notre planète fait face aussi. C'est quoi les autres enjeux que tu voudrais pas que les politiciens perdent de vue? Un des enjeux qui est pour moi important, c'est toute la question de la protection des espaces naturels, autant dans nos milieux de vie que sur le territoire du Québec.
Et ça fait partie un peu des programmes des différents partis. Là, on le retrouve des fois en petits caractères dans les plateformes, mais on ne l'a pas abordé de plein fouet quand on a parlé d'environnement. Comment est-ce qu'on comptait habiter, habiter le territoire? Quelles relations on prévoyait? Comment on envisageait l'aménagement de nos communautés? Et ça, je pense que c'est une partie centrale qui vient toucher la résilience au changement climatique, mais aussi les questions d'adaptation. Puis on le sait, puis ça, c'est ma partie médicale qui parle un peu, mais le recours aux espaces naturels, ça fait partie des solutions qu'on a pour protéger la biodiversité puis peut-être réduire le risque d'émergence de futures pandémies. Et je pense que ça devrait intégrer l'agenda politique beaucoup plus que ça le fait, d'autant plus qu'on est encore en train de vivre avec les relents de la pandémie de la COVID-19 qui a fait beaucoup parler dans les dernières années, bien évidemment. Bon, Claudel, il y en a quand même des bonnes propositions en environnement dans les plateformes de certains partis. Est-ce qu'il y a des propositions qui sont passées un petit peu sous le radar, selon toi, puis qui auraient dû recevoir davantage d'attention? En fait, je vais répondre. Il y avait deux partis, en fait, qui ont le Parti québécois puis Québec solidaire. Les deux ont soumis, en fait, je veux dire, les partis ont fait leur devoir. Ils sont arrivés devant les électeurs en début de campagne avec un plan qui était chiffré, qui était assez large, qui touchait plusieurs pans là, de la gestion des matières résiduelles, de l'agriculture, etc., dont ils n'ont peut-être pas beaucoup fait mention, mais c'était écrit dans leur plan. Et ça, je pense que c'est à leur honneur. Ils ont fait leur devoir. Et quand on regarde ces plans-là, bien moi, en fait, j'espère que le prochain ministre de l'Environnement, celui qui va être nommé dans les prochains jours, va prendre ces plateformes-là, puis va aller les lire, va les étudier, puis va en faire sortir les éléments les plus intéressants. On a vu des engagements intéressants en matière de transport en commun, de transport collectif. Je pense entre autres à la passe climat, là, où on proposait une passe pour que tout le monde puisse utiliser les transports en commun à un coût relativement faible à travers le territoire du Québec. On a parlé de subventions à l'achat de véhicules électriques. On a parlé de rehaussement dans tout ce qui était pistes cyclables. Ça, évidemment, je pense que c'est des idées qui doivent cheminer au-delà de ça vient de quel parti, mais qui ferait avancer notre lutte au changement climatique au Québec. Donc, moi, j'espère que le prochain ministre de l'Environnement va faire ses devoirs lui aussi, puis regarder ces plans-là, puis s'en inspirer fortement. Claudel, pendant la campagne, Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire, a été accusé de nourrir l'éco-anxiété parce qu'il a souvent répété que c'était l'élection de la dernière chance. Toi, est-ce que tu penses que c'est trop alarmiste de dire ça? Est-ce que ça nourrit l'éco-anxiété? En fait, chacun vit son éco-anxiété d'une façon qui est très personnelle. Puis en fait, on parle beaucoup plus d'éco-émotion. Hein? Donc, il n'y a pas juste l'anxiété qu'on peut ressentir comme émotion face à l'incertitude qui est devant nous liée au changement climatique. Il n'y aura jamais une élection de la dernière chance. Il ne sera jamais trop tard pour agir pour le climat parce que toute action pour le climat peut permettre de réduire les vulnérabilités, peut permettre de réduire des décès ou des enjeux qu'on voudrait éviter. Je pense que c'est important qu'on fasse le plus tôt, le plus rapidement et de façon le plus ambitieuse possible. Mais de parler de dernière chance, je pense que c'est un peu occulté que la crise climatique, en fait, la transition écologique qui nous attend, est remplie de bénéfices pour la société. Puis ça, il faut l'accélérer. Puis je pense que c'est important de parler beaucoup plus de qu'est-ce qu'on peut en ressortir de positif en matière de transition environnementale. Et ça devrait intégrer beaucoup plus le discours de nos différents chefs de parti. En espérant qu'ils t'entendent, merci beaucoup, Claudel. Avec plaisir. Bonne soirée électorale à tout le monde. À toi aussi. Bye-bye. Bye. L'environnement, c'en est un bon exemple. Il y a certaines décisions qui vont se prendre au cours des 4 prochaines années qui vont avoir des répercussions pour plusieurs générations de Québécois. Donc, même s'ils ne sont pas encore l'âge de voter, il y a des ados qui ont suivi la campagne électorale avec intérêt et qui voudraient que les politiciens les écoutent davantage. Osvaldo Andrés Paz-Flores est l'un d'entre eux. Bonsoir, Osvaldo. Bonsoir, merci. Osvaldo, toi, tu as 16 ans. Bientôt 17, et tu milites pour qu'on abaisse l'âge légal pour voter, qui est présentement à 18 ans. Pourquoi, selon toi, il faudrait que les ados de 16 ou de 17 ans aient le droit de vote? Pourquoi? Eh bien, plusieurs des décisions qui sont prises présentement nous impactent d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, pourquoi pas dire notre opinion et notre point de vue sur plusieurs des décisions qui sont prises et aussi se dire si on a un intérêt, pourquoi pas le donner? On va se dire qu'il n'y a aucun vote qui est mauvais. Une personne de 40 ans et une personne de 18 ans, on va se dire leur vote n'est pas mauvais, qu'ils votent pour n'importe quel parti. Donc, pourquoi pas? Toi, tu es une personne qui est politisée, qui est militante. Tu t'impliques dans plein de causes. Comment tu te sens quand tu suis la campagne électorale puis que tu sais que tu ne pourras pas voter? Frustrant. On peut prendre l'exemple du changement climatique. C'est un sujet qui n'a pas été abordé suffisamment
Et par exemple, dans un débat de 2 heures, en parler pour 14 minutes, on va dire, je trouve pas, je trouve que c'est pas assez. Donc, par exemple, si notre génération pourrait avoir un mot, peut-être qu'il vient, politicien aurait une envie de discuter plus et on parlait plus sur ces sujets-là. Donc, présentement, moi, je suis, on dirait, frustré. Je vais me faire l'avocate du diable un petit peu. Là, le taux de participation chez les 18-24 ans, il est très, très bas. En 2014, on parlait de 56 %. En 2018, moins de 53 %. Qu'est-ce qui te fait croire que les ados ils vont y aller voter si on leur donne le droit de vote à 16 ou à 17 ans? Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait dire que tout va avec l'habitude. On va se dire, ceux qui veulent voter, ils vont aller voter. Ceux qui veulent pas voter, ils vont pas aller voter. Mais tout va aller. Si on regarde, eh bien, tout ça, c'est comme une routine. Si on commence à s'impliquer plus tôt à voter plus tôt dans notre société, eh bien, on va voir qu'une routine va se développer et qu'à un point, eh bien, ça va devenir un automatisme. Donc, ces personnes-là vont commencer à voter. Mais si on commence plus tard, eh bien, ça va être plus compliqué. Donc, plus tôt on le fait, il va y avoir un plus haut taux de participation et ça, bien sûr, eh bien, ça ne va pas du jour au lendemain qu'on va avoir de 50 à 100 %. Ça va peu à peu, mais bon. Il faut créer des habitudes. Juste en terminant, toi, est-ce que présentement, tu as l'impression que les politiciens s'intéressent à ta génération, à ce que vous avez à dire? Les jolis mots qu'ils disent, oui, si on peut le dire comme ça. Mais en action, non, on pourrait même dire que il y a plusieurs failles dans ce qu'ils disent et ce qu'ils nous demandent. Par exemple, ils nous disent de s'impliquer, de s'engager, de protester. Ils disent qu'ils écoutent nos voix quand on proteste, mais est-ce qu'on voit un réel impact, quelque chose de tangible avec leurs promesses qu'ils nous donnent après? Non. Donc, présentement, ce que je dirais, c'est non. Bien, merci beaucoup, Osvaldo. Dis-toi qu'au moins à la prochaine élection provinciale, tu auras l'âge de voter, tu pourras faire entendre ta voix. Donc, en attendant, je te souhaite une excellente soirée électorale. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'opportunité. Merci, bonsoir. On va aller faire un tour du côté du Parti québécois maintenant. Mon collègue Louis-Philippe Bourdeau couvre la soirée en direct du quartier général du parti à l'hôtel Mortagne à Boucherville. Allô, LP? Salut, Émilie. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de yeux qui vont être tournés vers le Parti québécois ce soir parce que le parti essaie en quelque sorte d'assurer sa survie dans cette élection-là. Ça ressemble à quoi l'atmosphère où t'es? Bien, en ce moment, je me souviens la dernière fois qu'on s'est parlé, Émilie, au show parallèle, c'était aux élections fédérales et toute la soirée, j'avais dit il n'y avait pas d'ambiance, pas d'ambiance, pas d'ambiance. On était en temps de pandémie. Bien, ce soir, on s'attend à une soirée vraiment différente. On a réservé une pièce ici de 350 militants qui devraient arriver en cours de soirée. En ce moment, tu vois, c'est pas mal juste des journalistes. On commence à se placer. Évidemment, il y a la musique québécoise qui est déjà dans nos oreilles. À ma gauche, ici, on voit également les médias qui sont installés. Notre collègue Stéphane Giroux de CTV, qui lui aussi est sur Instagram en ce moment. Bonjour Stéphane. Alors voilà, en direct, plusieurs stations de télé qui sont là. Mais tu le disais, tous les yeux seront tournés vers le QG ce soir. Paul Saint-Pierre Plamondon qui est déjà arrivé. Il est venu faire un petit tour d'ailleurs dans la salle un peu plus tôt. Et ça a l'air comment, son mood? Là? Y a-tu l'air en confiance, M. Saint-Pierre Plamondon? Bien, je vous dirais qu'il a gardé un peu la même attitude tout au long de la campagne, une attitude qui était très positive. Il est venu dans la salle juste pour voir un peu comment ça se passait avec sa famille et rester à saluer quelques personnes. Ce qu'on entend un peu dans les coulisses, c'est qu'on a vraiment été énergisé par la fin de campagne de Paul Saint-Pierre Plamondon. On a senti un appui sur le terrain. Paul Saint-Pierre Plamondon qui le disait, je me fais klaxonner, les gens ouvrent leurs fenêtres pour me parler. On sentait qu'il se passait quelque chose. Maintenant, il faudra voir si ça va se concrétiser. Hein? Je rappelle qu'à la dissolution de l'Assemblée nationale du Parlement, on n'avait que 7 députés, 10 élus en 2018. On en a perdu 3 en cours de route qui sont devenus indépendants. Les résultats de 2018, c'était les pires résultats de l'histoire du PQ avec 17 %. Et si on est capable d'atteindre ça, bien, ce sera un succès pour le Parti québécois. Donc, elles sont là, les attentes pour le Parti québécois. Toute la campagne a été basée sur un message positif, constructif. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a eu plusieurs occasions d'attaquer ses adversaires, a plutôt préféré recentrer le message vers son discours, ses promesses et cette colonne vertébrale qui est la souveraineté. Donc, on va savoir ce soir si finalement ça a été payant.
La soirée va être longue, LP, pour toi. J'espère que tu t'es amené des petites collations puis que tu aurais bien chargé tes batteries. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. On va te suivre sur la soirée électorale à nouveau un petit peu plus tard. Bonne soirée. Merci beaucoup, Émilie. Salut, bonne soirée à toi aussi. Trana, toi, ce soir, tu as surveillé pour nous ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Là, à date, qu'est-ce qui fait le plus jaser dans cette élection-ci? Mais en fait, je ne m'attendais pas à ça, mais ce soir, une étoile est née. Et c'est la directrice du bureau de scrutin qui a comme eu un moment de chicane avec des journalistes qui voulaient filmer Gabriel Nadeau-Dubois enregistrer son vote. Il y a des mimes déjà qui partent. Alors moi, je pense sincèrement qu'on a une nouvelle icône québécoise ce soir. Oui, elle voulait vraiment pas qu'on s'approche, que les journalistes s'approchent pour filmer Gabriel Nadeau-Dubois. En même temps, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on filme? On filme un chef en train de voter. Pour qui tu penses qu'il a voté, Gabriel Nadeau-Dubois, ce soir, toi, Trana? C'est trop difficile à répondre à cette question. Émilie, j'ai aucune idée. Ce soir aussi, on a vu un moment d'émotion de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. On a vu un discours où clairement il y avait les larmes aux yeux. Oui, quand il est allé voter ce matin. Exactement. C'est rare qu'on voit des moments d'émotion des politiciens. Alors pour moi, c'est quand même un moment peut-être rafraîchissant et trop extrême comme mot, mais dans cette famille-là, moi je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais voir un peu plus, le côté humain des politiciens. Puis est-ce que tu as enregistré d'autres choses pour nous ce soir? Oui, j'ai une troisième et dernière pour vous. Et c'est Pascal Bérubé, candidat du Parti québécois, qui a donné un lift à une madame pour aller voter. Elle n'avait pas de lift pour aller voter. Lui, il a pris charge de la situation. Évidemment, il a pris l'occasion de prendre un selfie avec elle. Et c'est pas tout. Il a fait une offre de donner des lifts pour aller voter jusqu'à 20 h ce soir. Je sais pas s'il va se rendre jusqu'à Montréal. Lui, il est en Gaspésie parce qu'on est déjà allé voter, mais on aurait peut-être eu besoin d'un lift, nous aussi. Mais moi, j'aimerais ça beaucoup, comme pour les futures élections, que mes candidats me donnent un lift. Ça serait très apprécié. Mais pour toi, il faudrait que ce soit en limousine quand même, Trana. Minimum. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Trana. Je te souhaite une excellente soirée électorale à l'antenne de nouveau. Merci beaucoup à toi, pareillement. Salut. Notre show parallèle tire à sa fin, mais la soirée électorale de Nouveau Info, elle fait juste commencer. Milik est allé voir ce qui se trame dans le studio de la soirée électorale. Milik, c'est le temps des derniers préparatifs, là, où t'es. Oui, effectivement. Là, on m'a demandé d'être sur la passerelle pour ne pas déranger les pratiques qui se font en ce moment, d'où mon déguisement. Ben oui, t'es incognito. J'essaie d'être un peu incognito. Je ne sais pas si vous m'avez reconnu. Donc là, je vais vous amener avec moi, vous montrer un peu de quoi a l'air le studio là, à quelques minutes du début de la soirée électorale. Donc, on voit ici là, que nos animateurs, Marie-Michel Bergeron et Michel Bérard, là, se pratiquent en ondes. D'ailleurs, on se parle un peu un par-dessus l'autre, mais c'est une soirée qui risque d'être électrisante, ma foi. Puis, j'ai bien hâte de pouvoir commencer à l'écouter tout comme vous. Donc, je vous invite à allumer vos télévisions, à allumer l'antenne. Puis, c'est parti. C'est un départ, du moins dans quelques instants. Bon, merci, Milik. Voilà, manquez pas ça dans quelques instants sur Nouveau et Nouveau Info. On va avoir des journalistes partout au Québec qui vont suivre les luttes serrées. Nos collègues à la radio vont aussi vous offrir des bulletins spéciaux toute la soirée sur les ondes de Rouge et d'Énergie. Puis de notre côté, c'est ça qui conclut notre show parallèle. J'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes de vos interrogations sur les enjeux de la campagne électorale et qu'on a pu vous convaincre de l'importance de faire entendre votre voix. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée électorale.